Est-ce que tu avais d'autres intérieurs un peu à évoquer ou pas? J'avais Jarrett Allen, Domantas Sabonis, Alperen Sengun et quelqu'un qui me pose question, c'est Victor Wembanyama. Donc voilà, j'avais à peu près eux. Alors, pour moi, le meilleur de ton groupe, je pense que c'est Sabonis. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense de Sabonis? Ouais. C'est celui qui toquait le plus, on va dire. Mais Sabonis, en fait, j'ai vraiment du mal à juger la valeur de ce joueur parce que c'est un joueur quand même très particulier. C'est-à-dire que le gros plus de Domantas Sabonis, c'est la capacité d'être un hub offensif assez génial pour son poste. Mais de l'autre côté, il y a le gros malus défensif, je trouve. Par exemple, si on le compare à un Sengun, même si Sengun c'est un peu moins bien en ce moment, je préfère la mobilité de Sengun et la défense de cercle de Sengun, là où Sabonis c'est vraiment problématique. Ensuite, d'un autre côté, on pourrait s'attendre que pour un intérieur offensif, il y ait peut-être l'arme du 3 points. Elle y est pas forcément quoi chez Sabonis, donc c'est vraiment un joueur particulier. Mais de l'autre côté, tu as la capacité de post-up et de scoring très efficace à l'intérieur. Donc moi je l'avais juste en fait un peu à la limite, à la frontière entre les deux tiers quoi. Bah, c'est vrai que l'an dernier, je crois qu'on l'avait booté du classement au buzzer. Je crois qu'il était le 25e nom sur la liste avec Trae Young. Mais c'est un peu compliqué le cas de Sabonis. Le gros plus, c'est que c'est un moteur d'attaque assez clairement. Après, et les surtout petits malus, sur ce poste, je trouve. Je trouve que c'est décuplé quoi. Oui, et puis en plus, dans cette identité offensive des Kings, en fait, il est vachement important. Donc c'est là-dessus où je pense qu'il y a une certaine valeur aussi. Après, les malus, c'est les énormes compromis défensifs qui malheureusement ont été déjà là l'an dernier, mais que cette année sont peut-être encore plus importants parce que l'attaque ne carbure pas aussi bien. C'est-à-dire que l'an dernier, l'attaque était première de NBA et la défense à peu près dans la moyenne, un peu plus bas. Mais du coup, ça crée un bon différentiel, alors que cette année, c'est vrai que l'attaque est plus moyenne. Pour certaines raisons, mais du coup les malus défensifs sont un peu plus visibles, on va dire, mais tu vois, en termes de l'autre inconvénient pour moi, c'est qu'il a pas trop ce côté scoring un peu implacable ou un peu par lui-même quoi. Donc c'est un peu ça que je trouve dérangeant. Après, on est sur quelqu'un qui est ultra efficace, et pour moi c'est aussi ça qui le distingue de quelqu'un comme Sengun pour l'instant. Je veux dire, je pense que assez nettement, pour moi, Sabonis c'est un meilleur joueur à l'heure actuelle. Sengun a un peu plus de potentiel parce qu'on n'est pas sur le même niveau de créativité de passing. On a un step au-dessus avec Sengun, mais parce que il y a que certains joueurs du niveau de cette créativité-là. Pour moi, Sabonis c'est entre guillemets un peu plus, je caricature très grossièrement pour l'idée, mais c'est un peu plus un exécutant qu'un créatif génial. Évidemment, pour caricaturer, c'est plus, il est quand même très très créatif. Mais par contre, il le fait tellement bien, quoi. Donc voilà, pour moi, il serait un peu dans la course. Et l'autre dilemme que j'avais avec Sabonis, c'est que je ne sais pas trop comment séparer la valeur de Sabonis et de Fox. Sur le début de saison, j'avais un Fox qui me semblait être un peu meilleur, avec un scoring qui était étincelant, efficace, etc. On est un peu redescendu cette saison, plus tard dans la saison, je veux dire, avec Fox. On est plus sur les standards de début de saison. On est quelqu'un qui est de nouveau un peu en dessous de la moyenne en termes d'efficacité au scoring, 98 de true shooting plus, donc moins 2% sur un énorme usage, mais qui était aussi un meilleur défenseur. Mais à quel point est-ce que, tu vois, schématiquement, certes, Fox a plus de volume individuel, mais presque Sabonis est plus important pour les schémas collectifs de l'équipe, je sais pas. Ouais. Je vois bien ce que tu veux dire, dans le sens où en fait le jeu passe beaucoup plus par Domantas Sabonis et par les mains de Domantas Sabonis, même si au final les actions se finissent plus avec Fox, mais au final Fox c'est vrai que c'est dommage parce que on avait, je trouve, en début de saison un joueur qui aurait été assez largement, qui aurait même pu être avec je pense le tiers au-dessus des meneurs de jeu, des porteurs de balles, et qui parce que il y avait une diversité de scoring qui se développait et qui est ultra intéressante. C'est-à-dire qu'il y avait le pull-up à 3 points. Donc là, on avait vraiment en fait un joueur qui était un des meilleurs drivers de NBA et qui en plus commençait à avoir le pull-up à 3 points et le floater game ou le jeu à mi-distance, le scoring à mi-distance, qui était déjà là la saison passée mais qui se confirmait. Donc théoriquement, on avait un score assez implacable. Et puis depuis 2024, j'ai envie de dire, il retombe en termes d'efficacité dans des standards un peu en dessous,
Et donc, ben, on en vient à se demander si en fait Domantas Sabonis ne lui passe pas devant en termes d'importance offensive, parce que Domantas Sabonis, c'est comme dit, c'est un peu le moteur de cette attaque, quoi. Donc là où Fox faisait plus sublimer cette attaque, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu cette notion de floor raiser et de ceiling raiser. Donc je sais pas. Écoute, Fox et Sabonis, on peut les mettre avec Jaren Jackson dans ce chapeau-là. Si on a la place d'en repêcher un, mais j'en doute. Mais mettons-le là-dessus. Pour finir un peu sur les intérieurs, en même temps, il y en a quand même beaucoup. Donc je pense que de toute façon, on n'aura pas la place d'en prendre beaucoup. Mais effectivement, Jarrett Allen, j'avais considéré. Evan Mobley aussi, même si Evan Mobley en termes de match, il est que à 28, je crois, actuellement, au moment où on parle. Et en plus, on a vu aussi certaines faiblesses, plus que d'habitude, je trouve, en termes de passing, et en termes de spacing, et en termes de scoring, où bon, c'est encore très bon, et de toute façon, la défense est à ce point fabuleuse que voilà. Mais je trouve que du coup, l'attaque fait qu'on a un profil un peu moins complet que, par exemple, un Chet Holmgren, tu vois. Mais voilà, Sengun, malheureusement, Sengun, je trouve à la fois peut-être pas assez efficace et pas assez utilisé aussi. Je trouve qu'on pourrait encore plus l'optimiser, encore plus l'utiliser, en fait. Notamment tout ce qui est son passing et sa création de jeu. Je suis pas fan des schémas offensifs, en fait, à Houston. Hein. On va pas se mentir. Et même de ses partenaires de pick and roll ou de dribble and off, tu vois, je pense qu'on peut faire mieux. Mais voilà, tu vois Sengun, il est sur un usage un peu plus élevé que Sabonis, mais beaucoup moins efficace. Il est à peine à 101 de true shooting plus. Le jump shot vient, mais tardivement. L'optimisation / responsabilisation, pas idéale. Donc, je pense qu'on peut le mettre un peu de côté pour l'instant. Et tu as commencé à nous parler de Wembanyama. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Wembanyama ? Quel argumentaire tu ferais alors ? Pourquoi tu te poses la question ? Déjà parce que le niveau défensif est assez fou, quoi. Je veux dire, en termes de... Vraiment, on est sur ce genre de joueur qui change littéralement la géométrie du terrain. Donc, il y a le niveau défensif assez incroyable. Et puis, offensivement, tu l'as dit déjà, il y a le côté menace de lob qui est déjà hallucinant, évidemment, avec son physique. Mais ce que je trouve qui est assez génial, c'est son passing, en fait. Son passing qui est très, très bon. Et en fait, il commence à trouver de l'efficacité. En fait, si on prend toute la saison, il ne l'a pas, mais il y a vraiment Ben Taylor en a parlé, mais une telle progression de mois en mois que je viens me demander, d'accord, mais est-ce qu'il n'est pas déjà en fait ultra valuable, parce que le côté défensif plus offensif, finisseur de lob et passing, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez déjà valuable, même si en termes de shot-making et de création pour lui, on n'y est pas forcément. On n'y est pas forcément encore, quoi. Disons qu'on arrive sur, effectivement, nos différences un peu de philosophie et donc d'exercice. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est vrai que j'ai commencé un peu à écouter le podcast de Ben Taylor où il fait ses All-Stars et ses sub-All-Stars. Et grosso modo, en fait, lui, il dit, moi, je le mets All-Star, mais pour le niveau actuel, en fait. Parce que s'il prend en considération le moment à l'instant T, quoi. Alors que c'est vrai que nous, si on essaie un peu de mesurer la performance sur l'ensemble de la saison, pour moi, il n'y est pas. Voilà. Il n'y est pas parce que on a eu quand même une progression, et tant mieux, hein, on en a parlé aussi dans l'hebdo récemment, beaucoup de monde en parle, il y a des vidéos partout. En effet, il progresse de jour en jour d'une manière assez incroyable. donc voilà. Mais en même temps, s'il progresse, ça veut dire aussi qu'il partait de plus bas, mécaniquement. C'est la logique. Donc, moi, sur le côté, on évalue toute une moitié de saison. C'est vrai que j'y suis pas. Je suis pas encore. Si on avait eu le niveau actuel pendant 3 mois, je me serais beaucoup plus posé la question, en effet. Mais ne serait-ce que sur la progression et sur le fait qu'il partait de plus bas, j'y suis pas. Et puis même encore actuellement, on a fait, même tu vois, on en a parlé dans l'hebdo, mais même les chiffres depuis janvier, depuis le moment où il va quand même un peu mieux, on n'est pas sur quelqu'un qui est plus efficace que la moyenne. Par exemple, on est encore quelqu'un qui, au niveau du shoot, est pas très efficace, hein, je veux dire. En plus de l'efficacité au tir, la sélection de tir est meilleure, mais pas efficace. Mais en plus, on a aussi beaucoup de déchets dans le jeu en termes de turnover. Donc, il y a ça aussi. Donc voilà, ce qui fait que, pour moi, je trouve que, certes, on a un des tout meilleurs défenseurs de NBA, avec, tu vois, un on-off défensif. Donc, à quel point est-ce que tu es bon avec ou sans toi, le différentiel, littéralement, c'est moins 10 points
par 100 possessions défensif pour Wembanyama, ce qui est dans le 98e centile de tous les pivots. Donc c'est plutôt pas mal. Après, peut-être à nuancer qui sont tes backups, quel est ton environnement autour. Voilà. Y a ça aussi, donc je pense que les chiffres sont un peu à nuancer, mais en tout cas, oui. Quand on met un peu les déchets offensifs, quand on met un peu dans la balance le fait qu'il n'a pas toujours été à ce niveau-là auquel on le voit depuis 3-4 semaines, pour moi, je vais dire encore un peu tôt. Donc je le mets pas totalement. Et Chet Holmgren, j'aurais pu le mettre. Malheureusement, il n'y a pas assez de place, mais tu vois, je pense qu'il fait une meilleure première partie de saison, je trouve, au global, avec une défense qui est moins rayonnante que Wembanyama, évidemment, mais tout de même très bonne. Et puis en plus, une attaque qui, j'ai l'impression, est déjà plus fonctionnelle pour des environnements compétitifs, en fait. Oui. Bah, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je l'avais aussi du coup dans la toute fin de ma liste, parce que bah, il y a, pour le coup, il y a, alors c'est beaucoup plus assisté que Wemby, hein. Il est assisté sur 75% de ses paniers, Chet Holmgren, mais il y a le côté, pour le coup, toucher de balle, enfin efficacité déjà, le shoot est là à 3 points, il y a 40% à 3 points, c'est peut-être un peu au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, mais toujours est-il que si on juge ce qui est fait, bah c'est présent, c'est factuel, il a cette efficacité à 3 points, et du coup il y a ce côté pick and pop que n'a pas forcément Victor. Et en plus, il y a ce côté aussi porteur de balle, malgré tout, avec Chet Holmgren, donc qui est ultra intéressant. Et sur l'ensemble de la demi-saison, je suis d'accord qu'en fait, ce serait en tout cas peut-être très serré, mais peut-être un léger avantage si on prend tout en compte. Sur le début de saison, pour moi, il n'y avait pas photo. Maintenant, Wemby, si on juge le joueur à l'instant T, est sans doute, je le trouve, un peu meilleur. Mais en fait, sur l'ensemble de la moitié de saison, j'aurais peut-être Chet aussi. Est-ce qu'on n'a pas un biais de jeunesse par rapport à Porzingis ? Par rapport à Porzingis, est-ce qu'on n'a pas un biais de jeunesse ? Un peu la taxe, c'est un jeune, donc on le voit moins fort, mais tu vois, Porzingis, Chet Holmgren, il y a un peu match quand même. Hein. Alors non, tu me diras, il n'y a quand même pas la même menace au pick and pop. Donc c'est vrai. Il n'y a peut-être pas autant de même de création individuelle sur des 1 contre 1, sur des mismatchs, ok. Mais tu vois, je le mets plutôt derrière Porzingis, mais devant Jaren Jackson que derrière Jaren Jackson cette saison, sur cette demi-saison en tout cas. Chet Holmgren, la défense est top et l'attaque sobre et efficace, franchement, ça me plaît beaucoup. Ouais. Bah, d'un autre côté, ouais, je me demande si je préfère pas aussi la défense de Chet par rapport à Porzingis, quoi. Donc, ça peut s'entendre, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que je l'avais pas considéré finalement pour mes 24, mais tu me fais réfléchir là, Guillaume. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.